Sopra Steria. Je m'occupe de la communauté tech chez Sopra et de la plateforme DevOps. Je suis cofondateur de Volcamp, la conférence des Monts d'Auvergne qui a lieu en octobre. Et j'ai la chance d'être GitLab Hero et ambassadeur de R2 DevOps, qui est une petite société qui fait des choses sympas autour de GitLab. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Si je raconte des trucs intéressants, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Blue Sky, et j'écris même des articles pour m'amuser. Vous avez tout là. Allez, c'est pas le but de la tenue talk. Une petite intro rapide sur le green. Alors, je suis pas un expert green du tout, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je préférerais quand même rappeler quelques gros sujets avant de rentrer dans le vif de mon talk. C'est pourquoi il faut en parler un peu du green, parce qu'on ne le sait peut-être pas, on pense toujours à les avions, ça pollue, mais l'IT, ça pollue 2 fois plus que les avions. Donc déjà, il faut qu'on s'en rende compte. Et surtout, le truc qui est un petit peu encore plus inquiétant, c'est que d'après les rapports qui sont en cours, on est en train d'accroître notre pollution avec l'IT, alors qu'on devrait être plutôt en train d'essayer de la réduire. Donc déjà, on a un petit problème là-dessus. Aussi, un des raccourcis souvent qu'on a, c'est qu'on parle que de CO2, mais la pollution, ça ne parle pas que de ça. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte, l'épuisement des ressources, les changements climatiques et tout ce que ça incombe, l'acidification, et puis ça a même aussi des impacts sociaux. On sait que dans certains pays, on utilise des enfants pour faire l'extraction des minéraux et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et aussi, quand on parle d'IT, on parle de run, c'est-à-dire une fois qu'on a déployé ça sur un serveur ou sur le cloud. Mais ce qui coûte le plus cher dans l'IT, c'est la construction de ce qu'on a besoin. Donc des PC, des serveurs, tout ça. Donc typiquement pour un PC un peu standard, je vous ai mis quelques chiffres clés qui sont issus du rapport que j'ai mis en lien. C'est 800 kg de matières premières, 156 kg de CO2 généré, 1,5 tonne d'eau, juste pour un petit PC. Et puis tout ce qui est énergie fossile et produits chimiques. Donc il faut bien prendre conscience que déjà, on a un sujet en amont de l'IT. Ok, une fois qu'on s'est dit ça, on est un peu dans le bad. Comment on peut essayer de réduire tout ça? Il y a 2 axes. La sobriété, c'est un peu comme pour d'autres choses, essayer d'être un peu plus raisonnable sur notre utilisation. On a de l'existant, est-ce qu'il y a besoin de temps de se renouveler, de racheter un nouveau téléphone, un nouveau PC tous les 6 mois pour être hype? Pas sûr. Et puis après, il y a l'éco-conception, évidemment, qui est un sujet qu'on réabordera aujourd'hui, sur comment prendre en compte ces démarches écologiques au sein de nos conceptions, donc très en amont du cycle de vie des produits au sens large, pas que IT, pour qu'on soit un petit peu plus responsable dans tout ce qu'on essaye de mettre en place. Je ne vais pas rentrer dans le détail des schémas, mais en gros c'est l'ADEME qui a montré un petit peu la tendance. Donc la tendance actuelle, celle qui est rouge moche, c'est que si on reste dans l'état actuel, on va accélérer notre pollution. Alors que si on fait quelques efforts, on peut déjà limiter cette augmentation, voire la réduire. Par exemple, juste pour faire un focus sur le deuxième, juste si on garde nos terminaux un an de plus, c'est-à-dire qu'on se dit, oh je ne la change pas en 2024 mais en 2025, on réduit de 45 à 20% l'émission de CO2. Donc du coup, c'est des petits gestes comme ça, et si on passe à 2 ans, on diminue carrément à 5%. Donc du coup, c'est quand même des choses à prendre en compte. Soyons raisonnables dans tout ce qu'on fait, ça serait toujours mieux. Voilà, c'était une très rapide intro pour rappeler un petit peu les choses. Rentrons un peu dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc j'ai fait un peu mon feignant, je me suis dit on parle de DevOps, je vais reprendre un petit peu le cycle qu'on connaît tous du DevOps. Et l'idée, c'est de vous montrer à chaque étape quels sont les petits gestes qu'on peut avoir pour essayer de penser un peu green dans notre mode de fonctionnement. Première étape, c'est quand on commence à concevoir. Donc là, évidemment, on va parler d'éco-conception. Comment on va prendre en compte la dimension écologique dans la conception de nos produits. Donc pour ça, vu qu'on est en France, il y a une norme, c'est quand même bien les normes. Mais cette norme, elle est intéressante parce que du coup, elle met en avant 2 choses importantes. Le fait qu'il faut prendre en compte les aspects environnementaux lors de la conception et du développement, c'est-à-dire en amont du cycle de vie. Et c'est bien sur tout le cycle de vie. Cycle de vie, souvent pareil, on pense à la création, mais aussi, c'est une fois que notre logiciel, notre produit est fini, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je le recycle? Est-ce que je le détruis? Est-ce que je peux le réutiliser à trop de besoins? C'est des choses qu'on ne prend pas forcément toujours en compte. On pense un petit peu juste à court terme. Quelques chiffres clés qui sont, moi je trouve, assez intéressants, c'est souvent on fait plein de fonctionnalités dans une application. On entasse pour au cas où un jour peut-être quelqu'un s'intéresse à cette fonctionnalité. On ne pense jamais à nettoyer un petit peu tout ça. On a un petit peu, alors c'est un terme que j'ai entendu la semaine dernière dans une conf, on a un petit peu un problème d'obégiciel, c'est-à-dire qu'on fait des gros logiciels qui pèsent bien lourd pour pas grand-chose souvent. Il faut voir que voilà, on a multiplié par un nombre important de ressources de nos développements, on ne fait plus trop attention à ça.
Et aussi nos terminaux, parce que souvent on pense aussi le service qu'on déploie, mais l'impact il est majeur quand on a beaucoup d'utilisateurs, typiquement qui utilisent des smartphones pour se connecter. Bah, combien il y a de personnes qui utilisent ça? Et ben, du coup, typiquement, on a divisé par 4 en 25 ans la durée de vie de notre portable. Alors, vous allez me dire, il y a 25 ans, le Nokia 3310 était plutôt solide. Maintenant, l'iPhone 14 peut-être moins. Mais quand même, peut-être qu'il y a quand même un souci de raisonnabilité là-dessus. Donc pour ça, il y a pas mal d'axes de travail qu'on peut prendre en compte quand on fait de l'éco-conception. C'est revoir globalement déjà d'une manière fonctionnelle ce qu'on veut faire mettre en place dans une application. Est-ce qu'il y a un intérêt? Et puis penser à faire des boucles de rétrofeedback. Est-ce que cette fonctionnalité que j'ai créée il y a 2 ans est toujours utile? On sait qu'il y a plein d'applications qui vivent sur leur existant. Mais il faut aussi souvent, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est l'aspect technologique. Donc là, je vais sûrement me faire des ennemis. Mais est-ce que Kubernetes est nécessaire quand on a 3 utilisateurs qui bossent de 7h à 19h? Peut-être pas. Est-ce que Kafka est nécessaire avec 12 nœuds quand on a 2 mails à envoyer dans le mois? C'est le genre de choses qu'il faut qu'on prenne en compte, peut-être faire moins de hype et être un peu plus raisonnable sur les technologies qu'on met en place, parce que déjà ça nous emmène de la complexité de réalisation, on ne va pas se le cacher, mais en plus ça a des impacts sur la planète. Donc du coup, il faut prendre ça en compte. Évidemment, on a aussi, vous avez sûrement vu les rapports autour de l'efficience du langage. Est-ce que Python, C, Java, lequel est le plus énergivore et tout ça? Python n'était pas très bien classé, ce qui est un peu dommage vu qu'on fait beaucoup de data science et d'IA maintenant et que beaucoup de choses sont basées en IA, en Python. Mais bon, pour autant, à chose à prendre en compte. Ce qui est intéressant, donc il y a le site ecoconception.fr que je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas, qui rentre bien plus dans le détail que ce que je suis en train de vous raconter, mais où il y a pas mal de choses autour du cycle de vie et aussi autour de la notion de niveau d'éco-conception, comment on peut un peu juger sa maturité autour de l'éco-conception, où on va être de la simple, je repense mes fonctionnalités pour qu'elles soient moins énergivores, moins consommatrices, donc qui est niveau 1 un petit peu basique. Niveau 2, c'est je vais repenser carrément ma solution pour dire peut-être qu'il faut que je la réécrive dans un langage moins consommateur, peut-être qu'il faut que je réduise l'architecture, j'ai peut-être pas besoin de tous les composants que j'avais mis en place à l'époque, et puis après on va aller de plus en plus loin, où le niveau 4 c'est vraiment on repense globalement l'écosystème de notre métier, et on se dit par exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin d'informatique dans quel cas, et est-ce que l'humain ne pourrait pas faire, ou d'autres solutions. Donc l'éco-conception, c'est l'étape majeure, mais c'est là où tout se décide, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a lancé le développement et la création de notre produit, c'est limite déjà trop tard pour se dire attention, on va revenir en arrière. On va essayer de ne pas être trop alarmiste pendant cette présentation, donc on va dire ok, c'est bon, on a bien conçu, qu'est-ce que je peux faire à l'étape du code? Voilà, ça va être des trucs, on va dire, que tout le monde va considérer comme acquis, mais pour avoir vécu plein de projets, non. C'est pensez à faire le cleaning de vos repos, Git, SVN, ce que vous utilisez, pensez à mettre en place des bonnes pratiques de développement. Cleaning des repos Git, c'est un truc qui est tout bête, mais on ne commit pas les binaires, on ne commit pas les vidéos, on ne commit pas tout ça. Vous allez rigoler, mais moi j'ai fait la migration de 2 boîtes de SVN vers Git, j'ai vu des choses assez horribles. Donc du coup, il faut le penser à le mettre en place, surtout qu'il y a plein d'outils pour nous aider. Pour les bonnes pratiques de développement, on a de la chance, on va être accompagné. Donc il y a les 115 bonnes pratiques du développement web qui sont assez connues, qui sont fournies par la communauté. Moi c'est très orienté web, alors c'est vrai que souvent on se focalise sur les applications web qu'on veut tester, c'est un petit peu entre guillemets le plus simple. Mais bon, souvent derrière l'application web, il y a une API, il y a quelque chose, donc il faut aussi aller voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'il y a le collectif API Thinking qui a créé ce chantier-là autour de quelles sont les bonnes pratiques autour du développement d'API en matière de green. Et donc du coup, vous avez le site, et donc du coup, ils ont fait une grille, un petit peu comme pour les bonnes pratiques web, où ils vont vous indiquer quoi faire pour que votre API soit éco-responsable. Donc vous avez un petit guide qui est plutôt bien fait, très visuel, où ils vont rappeler un petit peu en termes d'échange de données, d'architecture, d'outillage, d'infrastructure qu'on peut mettre en place pour une API, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut respecter pour qu'on soit le plus green possible, et avec à chaque fois évidemment une notion de score, d'impact, pour savoir un petit peu son niveau de maturité qu'on va avoir. Donc derrière ça, vous avez un petit fichier Excel qu'on aime bien pour pouvoir un petit peu faire une analyse de votre API si vous en avez une. Autre guide qui existe, que j'ai découvert en stock, c'est le pattern for inclusive software. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de mondial. Et l'intérêt qu'il y a dans celui-là, alors c'est en anglais, donc je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais c'est plutôt bien, c'est qu'il fournit pas mal de bonnes pratiques, mais pas que sur le développement. Et typiquement, il propose déjà des choses autour de l'IA. Je trouve que c'est plutôt intéressant parce que du coup on est en plein boom là-dedans, on en fait tous beaucoup et on veut tous en faire encore plus évidemment. Mais il y a déjà des choses autour de l'IA, du code et du web, donc ça peut aussi aider, alors si vous faites des formations, des sensibilisations, même pour vous, de jeter un petit peu un œil là-dessus pour aussi appréhender comment créer vos modèles et tout ça, pour
soit efficace et éco-efficace. Donc il y a pas mal de choses, c'est quelque chose de très ouvert, donc si vous avez des idées, vous pouvez les proposer aussi. On peut facilement ajouter un pattern qui sera ensuite revu et validé. Donc c'est quelque chose qui va s'enrichir, et l'avantage c'est que vu que c'est mondial, il y a du coup beaucoup d'inputs qui sont apportés. Ensuite, donc ça c'est ok, de manière théorique. De manière pratique, comment on peut contrôler un peu tout ça? Donc il y a le plugin EcoCode qui existe dans SonarCube, je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont déjà utilisé. Moi je vais essayer, pour être très franc, sur les langages un peu classiques, PHP, Java, c'est pas fou parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles, donc ça mérite d'être un petit peu enrichi. Par contre, alors moi je fais pas de mobile, mais j'ai mes collègues de la Mobile Factory à Sopra qui l'utilisent, eux, sur la partie mobile, où là par contre c'est assez intéressant les remontées qu'il peut faire pour aider les développeurs à optimiser un petit peu leur code d'application mobile, parce qu'encore une fois, les terminaux sont une part importante de ce qu'on a, de toute la partie consommation énergétique mondiale dans l'IT. Donc EcoCode, c'est un petit plugin gratuit que vous pouvez facilement rajouter à votre instance Sonar si besoin, et qui va vous rajouter des règles en plus qui seront prises en compte dans votre Litigate si vous l'activez. Donc plutôt intéressant. Ok, c'est bon, j'ai développé, j'ai tout bien respecté. Maintenant, je vais passer à ma phase de build. Donc, je vais rentrer dans mon intégration continue. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois penser? Optimiser les temps de build. Vous faites tout, du GitLab CI, du GitLab Action et tout ça. Il n'y a peut-être pas besoin que tous les jobs de votre pipeline s'exécutent à chaque commit. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de faire que de temps en temps. Donc pareil, toujours pareil, quand on exécute des choses, c'est du temps d'exécution, donc c'est de la ressource qu'on utilise, donc c'est de l'électricité qu'on consomme, etc. etc. Donc, optimisez vos builds, faites les bonnes choses au bon moment. Quand on fait un commit, on fait les choses light, qualité, sécurité de base. Et puis quand on prépare une release ou quelque chose, et ben on pousse un petit peu plus loin le curseur. Évidemment, minification de tout ce qui est ressources. Alors c'est encore plus vrai dans le web, minifier toute la partie JavaScript, ou sinon on en a des tartines. Et donc qui dit tartine dit gros payload quand on fait le peanut butter. Minifier les images Docker aussi. On est de plus en plus utilisateurs de conteneurs. Alors déjà, de base, utiliser des petites images, déjà de base, c'est toujours mieux en termes de sécurité, ça évite d'embarquer des trucs qui pourraient poser problème, mais aussi, il y a des outils qui permettent de voir si on ne peut pas encore plus optimiser la taille de l'image, parce que la taille d'une image, qui dit image plus petite, dit utilisation du stockage plus petit. Donc pour ça, on a plein d'outils qui existent. Alors moi, je fais plutôt du Java à la base, donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de DevClean. Donc qui est un outil qui permet de scanner un petit peu vos dépendances typiquement dans Maven pour voir celles qui sont utilisées. Parce que trop souvent aussi, on met une dépendance à un moment ou à un autre, on dit qu'elle nous sert, peut-être qu'elle ne sert plus, et puis souvent on ne pense pas que la dépendance elle en tire plein d'autres. Donc du coup potentiellement on ne fait pas non plus l'effort d'optimiser avec des excludes, des parties de librairie qui nous serviraient pas. On a son pendant qui s'appelle DevCheck pour la partie NPM, donc tout ce qui est autour de Node. Donc ça pour vous montrer, alors j'ai lancé avant parce que sinon j'allais vous endormir parce que ça prend quand même 2 minutes 30, voire 3 minutes, donc pareil, là, ne le faites pas à chaque commit dans votre build, ça ne sert pas à grand chose, mais de temps en temps ça fait du bien quand même de reparser un petit peu. Donc là j'ai pris une application que j'avais créée avec JHipster, donc là j'étais sûr que j'allais avoir un peu de résultats quoi. Et donc du coup on voit qu'il me liste bien tout ce qui est, est-ce que vous voyez assez en haut, c'est bon ça? On voit bien qu'il trouve tout ce qui est utilisé en transitif ou en direct. Et à la fin, il me reliste bien par contre ce que lui, selon lui, n'est pas utilisé. Donc où je vais pouvoir gagner, donc du coup dire ben ça je n'utilise pas, donc soit en direct, donc ça c'est encore plus simple, il suffit d'enlever la dépendance de mon pomme, soit en transitif, donc c'est-à-dire que c'est une dépendance transitive d'une de mes dépendances, donc il y a des exclus pour dire voilà. Et on voit quand même qu'à chaque fois c'est des mégas, 1 méga plus 1 méga plus 1 méga, on se retrouve des fois d'avoir des jars qui font 500 mégas, mais peut-être qu'on pourrait un petit peu les optimiser. Donc ça, vous pouvez facilement l'automatiser dans votre chaîne de CI/CD. C'est du Maven, c'est une commande à lancer. Vous allez pouvoir y aller facilement. Même par principe avec DevCheck, il va vous dire, ben voilà, moi je ne trouve pas d'utilisation de certaines dépendances directes. Et en Node, on a tout ce qui est une dépendance de développement. Et ben pareil, il va nous dire, ben, tout ça, ça ne sert pas à grand chose. Donc plutôt intéressant. Ensuite, nos images Docker favorites. Là, il y a plusieurs outils qui existent. Alors Dive, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient, moi j'utilisais déjà à la base, parce que Dive c'est pratique pour pouvoir introspecter une image, pour que ce soit plus parlant pour vous. Hop. Je vais prendre l'image de ASCII Cinema, si vous ne connaissez pas, c'est la meilleure appli possible pour faire des démos. C'est un cinéma en ASCII avec une baleine qui se promène. Voilà. Ça sert à rien, mais c'est toujours rigolo. Oui, et il y a même du son. Et donc avec Dive, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parser l'image,
et vous allez pouvoir facilement inspecter ce qu'il y a dedans. Je trouve que c'est quelque chose d'un exercice aussi intéressant parce qu'on utilise tous des images publiques, donc c'est quand même bien aussi d'aller voir un petit peu comment elle a été construite, parce que c'est là où des fois on peut trouver des petits trucs un peu curieux qui pourraient nous déplaire. Donc on va pouvoir facilement voir un petit peu à chaque étape, en fait en gros il reprend le Dockerfile et il regarde à chaque étape qu'est-ce qu'on a ajouté dans notre image, et on a la taille à chaque fois de chaque couche de l'image pour voir un petit peu où on a des impacts. On voit en bas à gauche qui met la taille d'espace qui est potentiellement perdu. Donc là, il considère qu'il y a 10 MB dans mon image qui ne servent à rien, de binaire qui pourraient être supprimés. Donc ça, c'est bien un usage manuel, mais c'est pas très orienté CI/CD, on est d'accord que... Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'il y a un mode CI/CD qui existe. Hop, voilà, il suffit de faire un CI égale true en bas, si vous voyez. Et du coup, il va générer un rapport, donc un peu pareil avec un equality gate comme pour du sonar. Et donc, par exemple, là, j'ai pris exprès une image qui ne marche pas. Donc, il considère que l'efficacité de mon image n'est pas bonne. Là, il dit qu'en gros, pour que vous voyez mieux, ouais. Il dit que mon image est efficace à 86%, alors que je lui ai dit qu'il fallait au moins 90%. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10% de mon image qui ne sert à rien et que je pourrais nettoyer. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant, parce que c'est très efficace et très rapide. Mais 10 megs, ça ne me paraissait pas beaucoup, donc du coup, j'ai regardé s'il n'y avait pas d'autres outils. Et il y a un nouvel outil qui s'appelle Slim, qui fait un peu la même chose. Donc il a un linter, donc pareil qu'on peut facilement automatiser dans une chaîne de CI pour voir déjà quand on définit notre Dockerfile, est-ce qu'on l'a construit de manière efficace, parce qu'on n'a pas des instructions qu'on pourrait mutualiser, supprimer, etc. Et après, il a un Slim build où on va pouvoir vraiment scanner une image une fois qu'elle est construite, par exemple c'est une image publique qu'on veut récupérer, pour voir un petit peu si on pourrait l'optimiser. Donc là pareil, donc Slim. Tac. Donc voilà, il me fait un premier état, et en gros il repasse toutes mes instructions de Dockerfile, et il me dit ce qu'il fait. Il est sympa, il génère un petit rapport, on peut facilement passer avec du GQ. Là j'ai pris juste le début, mais typiquement, on voit qu'il me dit, alors il manque un Docker ignore, pour forcer des choses que je veux absolument pas, enfin des fichiers que lui par défaut va inclure, tout ce qui est mes repos IntelliJ, VS Code, tout ça, j'ai pas besoin de les encapsuler dans mon image. Donc, dans un Docker ignore, on a la bonne pratique de pouvoir lister tout ce qu'on ne veut pas inclure dans une image. Et aussi, par exemple, il me dit que j'ai une instruction qui crée une layer qui ne sert à rien. Donc, du coup, je pourrais optimiser là-dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Et après, on peut le pousser plus loin. Donc là, j'ai déjà construit mon image. Donc le linter, c'est vraiment avant de construire mon image. Il me dit attention, on fait change ça. Et là, j'ai une autre image que je veux parser. Donc du coup, lui, il va la charger dans le démon Docker. Il va faire tous ses checks et il va me sortir un rapport d'optimisation. Donc là, typiquement, j'ai repris l'image de la baleine. Et on voit là, dans son rapport, qui me dit que je pourrais gagner 400 000. C'est assez fou. Alors après, à tester, hein, parce que je ne sais pas si des fois il ne fait pas, mais bon. Au moins, l'intérêt c'est qu'il utilise des probes aussi, typiquement, là c'est un service qui expose du HTTP. Donc du coup, il va tester de se connecter à de l'HTTP aussi pour pousser un petit peu plus loin son analyse que juste essayer de parser les layers du Dockerfile. Donc ça, pareil, très simple à intégrer dans une chaîne de CI/CD pour s'assurer que nos images Docker sont efficientes. Ok, une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais passer à mes tests. Tester les bonnes pratiques autour du Green, c'est important, il y a plein de choses qui existent. Donc on a typiquement Green Analysis, qui est un outil qui commence à avoir une petite réputation parce qu'il marche plutôt bien. Donc il y a un plugin web qui marche bien, j'espère qu'il n'y a personne de Tourentech dans la salle parce que les notes ne sont pas très bonnes. Donc si on le fait dans le navigateur, on peut l'exécuter. Donc je fais lancer une analyse, en gros lui va parser la page, et il va me sortir un écran index de C, où il me dit est-ce que je suis efficace, quelle est la consommation d'eau que ça va générer, etc. Il va me rappeler, par rapport aux bonnes pratiques, lesquelles je respecte et lesquelles je ne respecte pas. Ce qui est plutôt pas mal. Encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est pas très pratique pour faire du DevOps et de l'automatisation. Et donc, il y a une CLI qui existe, voilà, qu'on peut facilement lancer avec un Docker, qui s'appelle Green Analysis CLI, qui prend en entrée un petit fichier, où on va juste lui donner l'URL qu'on veut tester. Et ce qui est sympa, c'est qu'il a des petites options. Donc, typiquement, on peut un peu simuler une navigation utilisateur. C'est-à-dire qu'il ne va juste pas prendre la page telle quelle,
Là, typiquement, sur Torrentec, quand on fait du scroll, il y a du dynamic loading. Donc là, je dis, tu me scrolls bien toute la page pour que, quand je vais charger complètement la page, quel est le score que ça va me donner. Donc pareil, tac, je l'avais lancé tout à l'heure, j'ai perdu, c'est pas grave. Il me génère un petit report. Tac. Et là, c'est F. Et là, c'est pas bien. Donc, du coup, il va falloir revoir un petit peu. Mais bon, c'est plutôt pratique. Pareil, donc là, après, voilà, il a fait plus de tests que juste le plugin de Chrome, hein, parce que là, il a vraiment fait une navigation, donc il a chargé plus d'objets, c'est ce qui est peu normal. Mais on va retrouver, pareil, la même chose, une note, donc on va pouvoir faire facilement une note pipeline, dire attention, il y a un warning où ça fait planter le bit si on a en dessous d'un certain écran index. Et il est quand même sympa, il nous explique toutes les bonnes pratiques que lui teste, celles où on est bon ou pas bon, pour qu'on puisse mettre en place tout ce qui va bien dans notre application pour que notre écran index soit bien meilleur ensuite. Donc là, c'est pratique, facilement automatisable. Alors, c'est très orienté web, j'ai rien trouvé côté API pour le moment, pour l'instant c'est encore très théorique. Ok, c'est bon, mon appli, je l'ai testé, tout se passe bien. Maintenant, je vais release. Et bien, une fois qu'on a release, vous pensez aussi à faire du ménage. Parce que, encore une fois, combien de fois on voit des snapshots qui durent pendant des années, où à chaque commit, on a créé un snapshot et on le garde au cas où, le 23 septembre à 10h17, et j'ai fait un truc, peut-être que je pourrais le récupérer. Ça sert à rien, clairement. On va se dire, autant nettoyer, garder que ce qui est nécessaire. Alors oui, des fois, il y a des trucs légaux dans les contrats où on doit garder, mais soyons efficaces et ne prenons que ce qu'il y a besoin. Donc là, j'ai pris l'exemple de deux outils que moi j'utilise au quotidien, GitLab Artifactory. Il y a plein d'options qui existent dans ces outils qui ne sont pas activées par défaut. C'est presque un peu dommage que par défaut, il n'y ait pas tout ça qui soit activé, que ça soit... Voilà. Tout ce qui est housekeeping, repository optimization, comment on va lui dire, tu peux compresser certains commits, tout ça. Si vous utilisez les registries GitLab pour vos images Docker, il y a des policies que vous pouvez mettre en place pour dire, voilà, automatiquement, je garde que les 3 dernières versions, je garde que 10 images, etc. Et si vous êtes admin de GitLab, vous pouvez mettre en place du storage quota pour s'assurer, pour forcer encore plus les utilisateurs de votre GitLab à ne pas le surutiliser. Évidemment, dans Artifactory, vous avez la même chose. Les snapshot policy, ça c'est le truc BABA entre guillemets, c'est les snapshots, j'en garde pas plus de 10 ou 5, et puis une fois que j'ai fait la release, je drop tous les snapshots. Pareil, côté admin, il y a du garbage collection, il y a du storage quota, il y a du cleanup pour tout ce qui est inutilisé. Il faut le mettre en place. C'est un peu compliqué au début, mais vous allez être, c'est quand même beaucoup. Enfin, typiquement, nous, on a eu une instance GitLab qui faisait 400 Tera. Enfin, en termes d'administration et tout ça, on n'est pas serein tous les jours, quoi. Donc un petit peu de nettoyage, ça fait du bien, pas que pour la planète, mais aussi pour les admins. Donc, pour si on a le temps, ouais. Donc typiquement, vous allez pouvoir retrouver, donc là je suis dans un projet GitLab, et donc si je vous remontre où c'était, vous avez un truc qui s'appelle image quota. Donc avant, même sans forcément mettre des choses en place, vous pouvez déjà voir votre repo, combien il pèse, parce que du coup on ne se rend pas compte, on dit que le code source, c'est pas forcément très gros, mais quand vous avez le code source dans GitLab, vous avez après vos job artifacts, quand vous exécutez votre job, généralement il génère des rapports, tout ça, si vous gardez votre job pendant 10 ans, vous gardez les artefacts qui vont avec, les packages que vous générez, si vous avez des snippets, tout ça, et évidemment toute la partie conteneur registry si vous faites du Docker. Donc ça donne une bonne idée de rapidement se rendre compte de l'espace qu'on peut prendre. Pour Artifactory, évidemment, je me suis déconnecté. 1, 2, 3. Tac, dans l'administration, vous avez un truc qui s'appelle maintenance, et pareil, là vous allez pouvoir dire du garbage collector automatique, du contrôle de quota automatique, tout ce qui est cache et tout ça, vous allez pouvoir facilement l'automatiser pour que ça soit nettoyé pour tout le monde. Voilà, donc là c'est des petites choses à mettre en place. Une fois que c'est fait, au moins tout le monde en bénéficie. Je continue. Ok, j'ai release, maintenant je déploie. Donc je déploie, je commence à avoir des impacts sur l'infrastructure. Évidemment, utiliser de l'infrascode, ça a un intérêt qu'on connaît tous, mais ça permet aussi de dire, je veux une infrastructure, mais mon infrastructure de prod qui va avoir peut-être 20 VM ou 30 pods, je veux la même infrastructure pour du dev, mais je n'ai peut-être pas besoin de 20 VM ou 30 pods en dev. Donc je veux être sûr d'avoir la même infrastructure partout, et je vais pouvoir facilement la resizer pour qu'elle soit optimisée en fonction du besoin que j'ai en face. Tout ce qui est environnement éphémère, grâce à l'infrastructure as code, on peut très bien se dire, ok, si j'ai fini avec mon environnement, je le drop, et si j'en ai besoin dans 3 semaines, j'en recrée un. Ça sert à rien de le garder au cas où j'en ai peut-être besoin dans 3 semaines. Ça, c'est quelque chose qui est quand même hyper important.
et qu'on voit encore trop souvent des gens qui laissent tout allumé et puis on verra si jamais ça sert, quoi. Et après, de plus en plus aussi, maintenant, on a des métriques sur les hébergements. On fait de plus en plus de cloud. Quel clouder ou quelle localisation chez les clouders est la plus efficace? Parce que vous le savez tous, en Europe, on ne produit pas tous l'énergie de la même façon. Il y en a qui sont encore sur les énergies fossiles, nous on est plutôt nucléaire, qui polluent moins en soi, enfin à une étape de production. Donc c'est toujours important de pouvoir dire, ok, faut prendre ça en compte. Évidemment qu'il faut prendre la picture globale en compte aussi, mais à coût quasiment équivalent, est-ce que c'est pas mieux d'aller dans un data center qui est beaucoup plus gris en termes de génération d'électricité qu'un autre? Donc pour ça, il y a un collectif qui s'appelle Boa Vista, qui a créé une outil qui s'appelle Data Vista, et qui va vous permettre de facilement mesurer un petit peu l'impact de vos serveurs ou de votre utilisation du cloud. Donc vous avez 3 mesures d'impact possibles. Des serveurs, si vous êtes full on-prem, vous maîtrisez votre infrastructure, vous allez pouvoir lui dire, toutes les caractéristiques qu'on peut avoir typiquement sur un serveur, CPU, RAM, le disque, etc. Et en fonction de vos choix, il va vous dire, voilà, en gros, pas que pour le CO2, c'est là où c'est intéressant aussi, voilà ce que ça consomme et voilà ce que ça génère comme impact. Sur le cloud, actuellement, il ne gère que AWS. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a que AWS qui est un petit peu transparent là-dessus. Les autres cloud providers, pour l'instant, ils sont green, mais on ne sait pas pourquoi. Et le dernier, c'est toujours celui qu'on oublie un peu, c'est tous nos utilisateurs qui vont utiliser notre application après-demain. Si je sais que j'ai 2 millions de smartphones qui vont se connecter à mon site web, quel est l'impact que ça va avoir? Et donc là, je vais pouvoir facilement aussi regarder par catégorie, si c'est des PC, si c'est des smartphones, des télés, des tablettes, voir un petit peu le nombre que j'en ai, où est-ce qu'ils sont situés dans le monde, parce qu'encore une fois, c'est un des critères d'entrée, de savoir si c'est en France, en Irlande, tout ça, on ne va pas être sur la même chose. Donc c'est des choses à prendre en compte de plus en plus, parce que voilà, il y a de moins en moins d'écart entre, par exemple, chez AWS France ou AWS Irlande, les coûts de service sont quasiment les mêmes, mais pour autant, on est 4 fois plus vert avec le data center français que celui d'Irlande. Du coup, est-ce que ça vaut pas le coup de se poser la question? Donc voilà, quelque chose à prendre en compte assez rapidement. Yes. Ensuite, une fois que c'est déployé, alors ok, des fois on peut supprimer les environnements, mais des fois on a quand même besoin pour une longue durée, mais sauf si vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si c'est le cas, venez me voir, on refait chez Sopra et on la dépose. Sinon, je pense que vous pouvez éteindre certains de vos environnements quand vous avez fini de bosser automatiquement, donc vers 19, 20 heures, automatiquement ils aillent faire dodo comme vous et qu'ils se réveillent un peu comme vous vers 7-8 heures pour commencer à travailler. Là aussi, on va optimiser l'efficacité de notre infrastructure. Je ferai une petite démo après de comment on peut le faire. Un autre truc souvent aussi qu'on ne fait pas, qu'on oublie de penser, c'est les purger des données. Alors aussi bien les données en base de données, on a potentiellement plein de traces ou plein d'utilisateurs qui sont inactifs, qu'on garde au cas où un jour ils reviennent. Et les logs, le pire c'est les logs. Les logs, on garde toujours des tas de logs pour qu'au cas où il y a quelqu'un qui nous appelle en 2017, il avait fait une commande et il ne se souvient plus de quoi, on peut le retrouver. Ça sert à rien. Il avait qu'à s'en souvenir, c'est un peu méchant. Non, et après, aussi, on a des cas où on a des trucs légaux, où il faut garder les logs pendant 10 ans pour des raisons légales, juridiques, tout ça. Encore une fois, ça c'est plus en amont à la conception. Pensez vos logs à la conception. Ce qui doit être gardé pendant 10 ans, vous le mettez à part, dans un log à part, vous allez optimiser les données que vous avez besoin de garder, et tout le log un peu garbage, savoir je suis rentré dans telle méthode, je suis sorti de la méthode, tout ça, je pense qu'on peut ne pas le garder pendant 10 ans. Donc séparez bien vos données en fonction de la criticité et de la durée de vie qu'elles vont avoir. Donc juste pour revenir sur la partie éteindre la nuit, il y a 2 outils que moi j'aime beaucoup, c'est KubeDownscaler, alors c'est orienté cube, on est d'accord, mais ça marche quand même bien, KubeDownscaler et KubeGreen qui permettent de facilement automatiser l'arrêt de vos composants dans un cube à une heure donnée. Il y a plein d'options. Alors par exemple, moi j'ai monté, donc vous avez vu tout à l'heure ma petite pièce cinéma sur riette.yodamat.fr, parce qu'on est quand même ici. Et donc du coup, là actuellement, si je regarde mon pod, non, si on retrouve bien, ou pas, ça va être pareil. Est-ce que j'ai pas de réseau? Ah non, c'est moi qui fais des bêtises si je ne sais pas mon truc. Normalement, ça devrait aller mieux. Voilà.
Oui, donc du coup, je suis plus sur le bon. Voilà, raté. Démo. Hop. Tac, tac. Allez. Donc voilà, j'ai mon deployment. Vous voyez peut-être pas. J'ai bien un deployment à 1, donc c'est le pod qui est mon truc. Du coup, normalement, si je suis dans les temps, à la minute près, incroyable, c'est même pas fait exprès. Là, je vais lui dire que moi, je veux qu'il dorme, alors c'est juste pour la démo, il est 46, donc ça va être 47, tac, jusqu'à 49. Tac. Donc là, en gros, ce que j'ai juste à faire, donc j'ai installé downscaler dans mon cluster, et donc du coup, c'est juste ce que j'ai à faire, c'est que je rajoute une annotation sur mon deployment pour lui dire, en gros, du lundi au vendredi, de 10h47 à 10h49, tu vas faire de l'eau. Donc normalement, je ne sais plus maintenant. Non, je ne veux pas. Évidemment. Tac, tac. Tac, tac. Hop. Allez. Tac, hop. Donc là, je vais récupérer les logs de cube dans le scaler. Voilà, qui me dit, alors vous voyez que j'ai fait des tests quand même avant, mais qui me dit, si on reprend la dernière ligne, que automatiquement, alors il a une heure de décalage par rapport au log, mais il a bien 10h47, que simple deployment, il est passé de 1 à 0, automatiquement, et pour montrer que c'est vrai, normalement, mon Mariette ne marche plus. Et donc là, dans 2 minutes, à 10h49, on reviendra voir, automatiquement, il va me redémarrer mon pod pour qu'il soit dispo. Donc là, pour la démo, 2 minutes, c'est pas très utile, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire. L'avantage de Cube Downscaler, c'est que vous pouvez le mettre à tous les niveaux. Donc typiquement, vous pouvez le mettre à un niveau namespace, ceux qui font du cube, et automatiquement, il va éteindre tout ce qu'il y a dans le namespace de 20h à 7h le matin pour vous. Donc du coup, vous n'avez pas le faire. Après, ce que j'ai pas testé, c'est est-ce qu'on peut le faire au niveau des nodes, parce que c'est vrai que, ok, on coupe les pods, mais les nœuds tournent toujours un peu. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait encore pousser plus loin la partie nœud. Kubernetes, c'est un équivalent, slash concurrent, à vous de voir. Kubernetes est bien aussi, mais moi je suis moins fan parce qu'il couvre moins de composants typiquement que Kubedownscaler. Donc du coup, pour l'instant, il est un peu trop spécialisé sur certains trucs. Nouvel outil aussi que j'ai trouvé, c'est un peu toujours dans la même optique de faire du ménage. C'est-à-dire que souvent on installe des trucs dans nos clusters, dans nos infrastructures, et on oublie de faire du nettoyage. Donc il y a un outil qui s'appelle Core, qui permet de facilement, pareil sur un cluster, voir un petit peu s'il n'y a pas des choses qu'on a installées à un moment ou à un autre qui ne se veut plus. Ou typiquement, souvent on installe des Helm, c'est un peu automagique pour nous, du PIN, ça nous a installé plein de trucs, mais est-ce qu'on se sert de tous les composants que le Helm installe par défaut? Donc par exemple, on peut faire un core démo, et où il va en gros prendre tous mes namespaces. Enfin, on peut lui spécifier un namespace, on peut lui dire de ne pas prendre certains namespaces si besoin. Allez, quand tu veux. Et du coup, automatiquement, il va lister ce qui est utilisé ou pas. Le réseau, et peut-être qu'on a éteint le réseau tout à l'heure. Bon, et on revient, c'est pas grave. Si, ça y est, voilà, je savais que c'était. Donc là, il va reprendre tous les namespaces, un par un, et il va me dire, là, par exemple, sur ton Nginx controller, tu as un config Mac qui sert à rien. Donc là, il voit des configs des secrets. Donc là, j'ai des choses assez simples. C'est un cluster de démo que j'ai, donc j'ai pas forcément beaucoup de choses, mais quand vous avez des clusters de prod, ça peut être intéressant parce qu'il va pouvoir vous remonter des choses à nettoyer. Donc ça, c'est toujours pareil, intéressant à faire tourner de temps en temps pour voir un petit peu si on ne peut pas faire du nettoyage. Voilà. Et la dernière partie, c'est ok, une fois qu'on a tout ça qui tourne, qu'on a optimisé, il faut quand même suivre un petit peu la consommation pour se rendre compte de ce qui tourne et pouvoir sensibiliser un petit peu les équipes. C'est une partie des plus complexes parce que souvent il faut avoir accès aux ressources assez bas niveau des machines, ce qui peut être un petit peu contraignant parce que déjà quand vous faites du cloud, le cloudeur n'est pas forcément chaud pour que vous donner toutes ces métriques, mais bon. Donc il y a deux que je vais mettre en avant, c'était Scaphandre et Kepler, qui sont deux outils concurrents slash complémentaires
qu'on va pouvoir instancier sur différents types d'infrastructures, pas que du cube, et qui vont remonter l'efficience énergétique, la consommation électrique des composants et tout ça. Donc on va pouvoir aller assez finement dans les éléments qu'on monitore pour se rendre compte un petit peu de qu'est-ce qui consomme, qu'est-ce qui ne consomme pas, est-ce qu'il y a des choses à optimiser par rapport à certaines choses, et du coup prendre des plans d'action qui vont bien. Encore une fois, c'est un peu complexe. Typiquement, Scafrand, il marche que sur des processeurs Intel pour le moment. Et Kepler, la doc n'est pas hyper claire, c'est pas hyper simple à utiliser. Une fois que c'est en place, ça marche bien, mais il faut prendre un petit peu son élan. Et sinon, ce que je mettais en commentaire en haut, il y a ceux que les cloud providers fournissent. Donc tous les grands cloud providers ont des rapports green qui vont bien. À prendre avec des pincettes, parce que bizarrement, en fonction du support, celui qui l'expose est toujours le meilleur. Donc si vous allez chez Microsoft, c'est lui le plus green, AWS c'est lui le plus green, donc qui a raison, je ne sais pas. Voilà un petit peu le tour global que je voulais vous présenter. Donc on voit qu'à chaque étape, on peut faire des choses. Après voilà, il faut bien se dire que c'est principalement pour vous sensibiliser et faire prendre conscience de plein de choses que je voulais vous parler de ça. Un truc à faire très attention, c'est que optimiser, c'est pas forcément faire de l'éco-conception, parce qu'on a souvent l'appel du vide, quoi. On crée du vide, donc du coup on remplit ce vide avec d'autres choses. Du coup, attention, c'est pas parce qu'on a réduit à gauche qu'il faut grossir à droite, ou se dire tiens, j'ai 2 VM qui servent à rien, il faut absolument qu'on les utilise. Non, c'est pas ça. Donc optimiser, c'est pas éco-concevoir. Et après, alors ça c'est pour la petite note autocritique du talk, c'est que la vraie éco-conception, elle n'est pas dans tout ce qu'on va faire au quotidien. Vous avez bien compris que la vraie éco-conception, elle se fait bien en amont de tout ça. Il faut penser dès le départ pour faire des choses qui vont dans le bon sens pour la planète, et qu'après, tout ce que vous avez présenté, ça sert, c'est des petites gouttes d'eau, et avec des petites gouttes d'eau, on remplit, peut-être pas des océans, mais au moins des petits verres. Et puis ça fait surtout que les gens prennent conscience de plus en plus qu'il faut faire des efforts, parce que typiquement les terminaux, souvent les gens disent oh là mais le cloud ça coûte cher, ça tue la planète. Mais au final c'est plus nous en tant qu'utilisateurs de smartphones qui tuons la planète plus que le service cloud qui va être utilisé de manière globale. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci. Je mettrai les slides sur mon Twitter tout à l'heure. C'est la première fois que je donnais ce talk, donc je suis preneur de vos feedbacks, évidemment, si ça vous a plu, pas plu, voilà. Toujours en esprit constructif, mais je suis preneur de tous vos retours, et il me reste 6 minutes 55 si vous avez des questions. Évidemment. Principalement, oui, alors, comment on essaie de centraliser un petit peu toutes ces informations. Un peu comme pour tous les autres indicateurs qu'on peut avoir sur de la sécu, sur de la qualité. Tu as le pipeline qui en gros normalement est un petit peu ton pilote de toute ton activité. Donc après ton pipeline, on sait tous que quand tu as 30 rapports dans ton pipeline, tu n'en lis aucun. Donc après nous ce qu'on met de plus en plus en place et on accompagne, c'est tout ce qui est dashboarding, visual management, pour avoir un peu de visual management pour, typiquement ma qualité je sais, ma sécu je sais, et commencer à introduire aussi des widgets de qualité pour savoir que mon CRI de Green Analysis il a pété, donc du coup attention, j'ai telle ou telle note sur un des sites que j'ai déployé. Donc pour moi, vu qu'on est dans du DevOps, on est très automatisé, donc notre pipeline en gros, CI/CD, CD, un petit peu notre cerveau pour tout ça, c'est lui qui connaît la science. Après c'est comment la mettre en lumière auprès des équipes, parce que toujours pareil, lui il connaît plein de choses, mais si les équipes le laissent dans son coin, on ne sait pas. Donc c'est comment tu pousses l'info après. C'est pour ça que nous on fait plutôt via du dashboarding pour que ça soit un petit peu visible. De plus en plus des équipes utilisent du dashboarding type Suricat, qui est un outil open source, qui marche bien. Et du coup ils s'en servent en daily. C'est-à-dire que le matin pendant un daily, tu t'affiches ton dashboard, tu sais si tes pipelines ils ont pété, tu sais si ton sonar il est plus bon. Et donc du coup vu que tu as tes widgets potentiellement de Green Analysis qui sont dedans, tu prends conscience que tu as ça. Donc, le vrai boulot, mais c'est comme on a eu le cas il y a 3-4 ans sur la sécu, on s'est moqué de la sécu, puis on a commencé à avoir des cyberattaques, tout ça, on s'est dit peut-être que... Non, non, je n'ai pas vécu de cyberattaque. Et donc maintenant c'est devenu commun, les gens ils ont pris conscience que la sécu c'était important, donc ils le font naturellement. Et le green, on est à la même étape qu'il y a 4 ans avec la sécu, c'est en leur rabâchant que attention, là, t'aurais pu optimiser, attention, là, ton infra elle est pas bonne, etc., ça rentre dans le monde, donc il faut remettre un petit peu les yeux dessus. D'autres questions? Au cas où, je suis sur le stand. Ah, si, oui.
Bah, si tu fais du Docker, et du cube encore plus, là, une image de 500 MB Docker, si tu as 50 pods, c'est 500 MB fois 50. Quoi. Donc du coup, déjà, enfin, ça dépend de ton infrastructure. Si tu as une grosse infrastructure avec des grosses images, déjà commence par là. Après, mon 80-20, c'est déjà, il faut le penser bien avant, c'est vraiment avant. Mais on va dire que si tu es sur de l'existant, ça va être tes images Docker, parce que c'est ce qui tourne réellement, on va dire, sur ta prod et qui est en continu. Si tu fais du Java, enfin tout ce qui est langage avec des dépendances, souvent tu as tendance à tirer toute la terre. Donc, pareil, tu as, tout ça, parce que après tout ce qui est autour de l'analyse, tout ça, ça va être des gains, on va dire, plus éphémères. Après, toi, la partie web, c'est très centralisé web. Donc après, si tu fais pas de web, déjà. Donc moi, pour moi, c'est plus qu'est-ce qui tourne réellement en H24, entre guillemets, donc ta prod, donc comment tu optimises la taille de ta prod, et donc du coup, tu as cet axe-là. Trop. Ouais. J'ai rien vu dans ce sens-là. Mais encore une fois, je ne suis pas un expert mondial mais en regardant, j'ai pas trouvé de vraie tendance prod versus dev, ce qui coûtait le plus cher. Moi, je sais que enfin, souvent, tu as plus d'environnement de dev que de prod. Donc, du coup, potentiellement, tu peux voir parce que du coup, chaque développeur pense seulement à son environnement pour être isolé, tout ça. Donc, tu vois, tu vas démultiplier, mais si tu fais le taf proprement, normalement, il l'éteint le soir et il le drop. Là où ta prod, elle est là à H24. Et souvent, il est quand même plus sizé que ça. Et encore une fois, pareil, le dev, tu as un ou deux utilisateurs qui vont faire des tests, là où la prod, tu en as des milliers, des millions en fonction de ton site. Et c'est l'impact indirect de ta prod via les terminaux qui va vraiment être le facteur multiplicatif d'importance du sujet. Merci, et puis je suis sur le stand de Sopra si besoin.